Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours été comme j'ai dit, très curieux. Donc à un moment, on était le TikTok du recrutement. Parce que c'est très cool de se dire, ouais, je vais lancer un business, je vais être mon propre boss, tout ça. La réalité, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est le prof me regarde comme ça, il me dit, est-ce que vous faites ça sérieusement, genre? On va scraper les offres d'emploi. Donc on a des outils qui vont prendre toutes les offres d'emploi de LinkedIn, toutes les offres d'emploi des sites carrières. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Pitch Me If You Can, épisode 4. Aujourd'hui, nous recevons Paul Aja. Ouais, bienvenue Paul. Salut. Aujourd'hui, les gars, pour la toute première fois, on tourne à Station F. Donc on est un peu émus pour nous, jeunes entrepreneurs. Ému, peut-être pas, mais en tout cas excité, je dirais. Hyper En tout cas, excité. c'est cool. Et on est avec Paul qui travaille ici. Donc Paul, donc nous on se connaît de l'IE. Et puis si ça te va, je vais te présenter en quelques mots pour que nos invités puissent en savoir plus sur toi. Donc Paul, c'est un jeune entrepreneur libanais qui a toujours su qu'il voulait entreprendre. Très tôt, il lance son premier projet, un internet café dans son quartier. Initiative audacieuse qui sera finalement stoppée par le gouvernement. Poussé par l'envie de résoudre des problèmes concrets, il cofonde ensuite JobSeek, une plateforme née d'un besoin personnel. Mieux accompagner les jeunes dans leur orientation. Entre un échange marquant aux US, une opportunité d'investissement inattendue de 1,5 million et un pivot stratégique à Station F, Paul incarne parfaitement la jeune génération d'entrepreneurs. Paul, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Putain, c'est gentil, première fois qu'on me présente comme ça. Et bien présenté en plus. Bien présenté. C'est le beau résumé. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode, mais avant tout, on a un petit texte à On trop pour toi. commence comme d'habitude avec le texte à trous. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Donc tu t'appelles Paul, et tu es le fondateur de... JobSeek. Ton idée t'est venue le jour où, Je cherchais un stage. au début, personne n'y croyait sauf... Charles et moi. Charles, c'est son cofondateur, Ouais. hein. On en reparlera. En 3 mots, tu es... Ouf. Genre trois qualités. Ouais. Ou défaut. Je suis curieux. Je suis un fast learner. Je dirais que j'ai de l'empathie. Genre, je trouve ça assez important dans l'entrepreneuriat. Bien. Ta capacité exceptionnelle, c'est... Je dirais l'humilité. Ton expression préférée, c'est... En ce moment, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, Yassine. Ton premier job, c'était... C'était chez SAP. L'entrepreneuriat, c'est cool, mais... Des vacances, c'est mieux. La mentalité, c'est 80%. Je dirais que genre 80% c'est de l'incertitude en fait, et qu'il n'y a que 20% du temps où tu sais vraiment que tu es sur le bon chemin, ou peut-être moins même. Trop bien. Bien. Et pour terminer, si tu devais pitcher ta boîte en une seule phrase. JobSeek, c'est l'appli qui regroupe les top offres de premier CDI, stage et alternance pour les élèves d'école de commerce, et qui t'aide à postuler proprement en 2 minutes. En 2 minutes, En 2 minutes. le rêve. Ouais. On en parlera un peu plus en profondeur juste après. Mais j'aimerais bien revenir sur cette histoire d'Internet Café dont tu nous as fait part hier. C'est quand même assez abracadabrant. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote du petit Paul libanais Comment ça s'est passé? Bon, toujours libanais, mais le petit Paul, du coup, j'avais, je pense, 14, 15, 16 ans, je sais pas exactement. Et je suis un gros fan de gaming, moi, depuis tout petit. Et au Liban, on passe beaucoup de temps dans les gaming cafés, en fait, parce qu'on n'a pas des assez bons internet à la maison ou des assez bons PC pour jouer compétitivement et tout ça en ligne. Et du coup, avoir passé beaucoup de temps dans ce genre d'environnement, à un moment, j'étais genre, ok, genre, combien il fait d'argent là, ce mec, parce qu'il est ouvert 24 heures sur 7, c'est tout le temps rempli, ça peut être intéressant. Et donc un jour, je vais voir mon père, je lui dis... Écoute, j'ai potentiellement quelque chose d'intéressant. Je sais pas quoi, il me dit, ok, reviens vers moi avec un business plan. Ah ouais. J'avais genre 14-15 ans. Je dis, ok, Oh, un bon. business plan, papa. Et du coup, je passe toutes mes journées pendant les cours sur mon cahier à en fait partir benchmarker combien coûtent les PC. Ok, je pourrais amener pour ce prix. Si j'ai tel nombre de places, déjà avec cette taille d'espace, je peux mettre tel nombre de PC. Tel nombre de PC, si dans le meilleur cas, ils sont toujours pris. Ça va me faire tel revenu, dans un cas moyen, tel revenu, dans un cas où presque personne n'est là, tel revenu. Et je suis revenu vers mon père, je lui ai montré que, écoute, ça c'est une opportunité rentable, c'est possible de faire ça. On allait voir les suppliers et tout, on allait acheter les PC et tout. Ah oui, donc quand même, t'as concrétisé le projet. Ouais, on avait tout de près avec les suppliers et tout. Et puis le dernier truc, on est parti voir avec la mairie de ma ville, où on voulait ouvrir. Et en fait, c'est très résidentiel. En fait, ce qui était intéressant, en fait, c'était que
là où je vivais, il n'y avait aucun internet café. Et du coup, on se déplaçait à 15-20 minutes à chaque fois pour partir jouer à internet café. Et donc j'ai dit à mon père, si on peut ouvrir ça dans notre région, où tous mes potes et moi, on se déplace tous pour y aller, on a un truc là. Et donc, je suis parti par là à la mairie, en gros. Et j'ai compris pourquoi, en fait, aucun internet café ouvert là, parce que c'est très résidentiel. Tu peux pas rester ouvert jusqu'à plus de minuit, 1h du matin, ce qui a aucun sens pour les gamers. Aussi, notre emplacement, il n'y avait pas de place pour que les gens se garent. Donc, il y avait plein de petits problèmes comme ça qui, à 15 ans, j'étais genre, putain, c'est chiant. Too much. Mais finalement, c'était une bonne idée parce qu'après, il y a eu le Covid qui a tapé. Et en fait, on serait fait bien raser par le Covid quand même. Tu m'étonnes. Et au moins, ça a déjà montré ta volonté d'entreprendre assez jeune. Enfin, c'est un premier projet, même si il n'a pas vraiment vu le jour, ça montre que tu avais envie de créer quelque chose. Justement, en parlant de ça, cette volonté d'entreprendre, elle vient où ? Parce qu'à 15 ans, il n'y a pas tout le monde qui se dit « je vais monter un business et je vais partir ». C'est vrai. Je sais pas, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours été, comme j'ai dit, très curieux. J'aime toujours comprendre, ok, tout le monde est fou de cette chose. Pourquoi ? Comment ? D'où est venue cette idée ? Tu vois, je trouve toujours très intéressant. Quand on est, je sais pas, dans un gros événement, dans un gros festival, moi, ma tête, elle va, ok, il y a tel nombre de personnes, X le prix du ticket, putain, ok, ça colle un peu les coûts. Et direct, je commence à faire tous ces trucs dans ma tête, genre, je trouve ça super intéressant. Un peu des espèces de brain teasers où t'es là, trop bien. Et ensuite, du coup, après le bac, t'es parti à l'IE, Madrid. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience là-bas et si ça t'a aidé ? C'était incroyable l'IE, donc j'ai passé une très belle expérience à l'IE. Vous avez peut-être des potes qui sont à l'IE, ils ont tous sûrement raconté de très belles choses. Personne n'a jamais dit un truc trop négatif, genre personne n'a pas aimé son temps à l'IE. J'ai jamais entendu une personne, et même plus que l'IE, je dirais Madrid en fait. Je crois qu'il y a un truc magique là-bas. Madrid, c'est une ville incroyable. En fait, juste la fête. C'est vrai qu'on fait beaucoup la fête, mais d'un point de vue de ce que ça m'a aidé aujourd'hui, c'est le fait que tu rencontres tellement de nationalités. En fait, tu vas dans ta classe, vous êtes, je sais pas, 20, 25 nationalités. C'est toujours cool de pouvoir rencontrer des gens de partout du monde. Et puis, ça m'a aidé aussi à rencontrer mon cofondateur, Charles. On parlera peut-être un peu plus de lui plus tard, mais... T'as un grand sourire quand on parle. Mais c'est une très bonne université, surtout, je dirais, pour l'entrepreneuriat. C'est pas mal parce que en business school, tu as le temps. Tu as le temps de monter quelque chose de côté si tu as envie. Donc, on parle de l'école commerce, la branlette, c'est tout ça. Mais voilà. C'est exactement ce que vous avez fait avec Jobseek. Un peu. Vous avez commencé à l'IE. De base, vous étiez 4. Ouais. C'est comment de monter un business avec ses meilleurs potes ? Et quelle bande de joyeux affreux personnages. C'est très cool. Du coup, j'aurais aimé plus me focus sur Jobseek quand j'étais à l'université. Quand on était à l'IE, c'était beaucoup plus un peu un concept, une idée. On jouait un peu avec la chose. On ne l'a pas pris trop sérieusement jusqu'à que je sois parti au Michigan avec Charles, du coup. Et c'est là où ça s'est un peu plus concrétisé. Donc de base, oui, on était 4, mais ça c'était encore très tôt. On n'était pas vraiment sérieux dans le truc. Quand ça a commencé à devenir sérieux, c'est là que Charles et moi, on a décidé que vas-y, on va prendre ça en sérieux. Parce qu'au début, à 4 étudiants qui bossent sur un projet, ça bossait pas beaucoup. Ça bossait pas beaucoup. Bon, déjà, si vous allez lancer quelque chose avec vos potes, ne laissez pas cette chose venir entre vous. Donc vous devez être très honnête l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices qui doivent être faits parce que c'est très cool de se dire ouais, je vais lancer un business, je vais être mon propre boss, tout ça. Mais la réalité, c'est beaucoup plus difficile que ça. Tu te lèves tous les matins, tu es ton propre boss, donc toi, tu dois aller tôt le matin. Et, personne te court après. Personne te court après, en fait. Et donc, tu dois t'imposer une discipline. Et puis surtout, quand tu es avec tes copains, tu es forcément tenté de dissiper un peu, de dire ouais, on entre potes, on rigole et tout. Alors qu'en fait, ça te demande quand même pas mal de rigueur. Ouais. Et puis, t'as pas envie de courir après tes potes non plus. Exact. Nous, on a eu la chance que c'est pas du tout venu au milieu de notre amitié. Et donc, ça s'est naturellement un peu séparé. Est-ce que tu te souviens du moment où vous vous êtes dit ok, ça c'est l'idée et on va lancer ça. Est-ce que vous étiez tous les 4 et vous vous êtes dit, les gars, il y a une business opportunity ? Ça s'est fait progressivement d'ailleurs. Ouais, je dirais c'est un peu plus progressivement parce qu'en fait, on avait un groupe et ça, je vous conseille tous de faire ça avec vos potes si vous cherchez à entreprendre. On avait un groupe WhatsApp, ça s'appelait les frères. Et on était tous les quatre dedans. Et en fait, on s'est mis d'accord que tous les 4, on voulait entreprendre, on avait plein d'idées.
Et en fait, sur WhatsApp, on mettait sur la description du groupe, chacun mettait un point, un peu son idée. Donc, tu avais, je sais pas, le TikTok du recrutement, chacun mettait un peu ses idées. Et puis, quand on se voyait, on en parlait un peu. Ok, je trouve ça intéressant, ça peut être cool, ça peut être cool. Il y avait des idées horribles. Mais du coup, c'était quoi la pire idée? Non, S'il te plaît. C'est pas corporate, c'est pas corporate. Je vous l'ai dit là, mais vous devez couper. C'est Matt. Et donc, il avait une idée, il voulait faire un Tinder. La vache. Ça doit couper. Allez, cut, Ah, wow. cut. Je sais pas qui c'est lui, il faut le rencontrer. Exceptionnel. Ouais. Et du coup, ça s'est fait un peu progressivement parce qu'on avait cette idée. Et après, ça a beaucoup évolué. En fait, c'est resté du même pain point de base qui est que voilà, la recherche d'emploi pour les jeunes, c'est vraiment c'est mal foutu. Il y a plein de problèmes dans lesquels on va rentrer plus en détail maintenant. Donc c'est venu de ce même problème de base, mais ça a beaucoup évolué. Donc à un moment, on était le TikTok du recrutement. On parlera aussi de ça avant notre pivot. Mais ouais, donc du coup l'idée est venue un peu plus progressivement et on a eu l'idée de rêve directement. Ouais. Et du coup, ça s'est un peu plus concrétisé, j'imagine, quand vous êtes partis aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc Charles et moi, on est allés à Michigan tous les deux en échange. Et on s'est dit, ok, on est dans une très bonne école de business, le University of Michigan. Du coup, en plus, c'est Coco qui m'a conseillé d'y aller. Ouais. Tu étais allé l'année avant moi. Et en effet, c'était une très bonne école. Et on s'est dit, vas-y, on peut choisir nos cours pour une fois. Parce qu'à l'IE, en fait, tu as ton programme de l'année, tu ne choisis jamais tes cours. Et là-bas, on avait la chance de choisir nos cours. Donc, on a choisi quelques cours d'entrepreneuriat, mais quelques cours de design, quelques cours de finance et tout ça. Un peu tous les gros points que tu as besoin dans une startup. Et on a tourné tous ces projets sur Jobseek. Et en gros, dans tous ces cours d'école de commerce, toujours, tu as des présentations, tu as des gros projets, tout ça. Donc, tous nos projets, c'était sur Jobseek. On avait... donc, même quand c'était dans des groupes, on disait, ouais, nous deux, on est ensemble, qui veut nous rejoindre? Ils arrivaient, les gars, on a déjà une idée. On leur pitchait l'idée, oh, on aime beaucoup, c'est trop cool, tout ça. Je dis, ouais, on est en train de travailler dessus, genre, on veut vraiment faire ça. Et ouais, ça faisait même qu'on avait un peu des employés qui nous travaillaient sur l'idée. Ça. Qui nous Des collaborateurs, pas des employés. Des stagiaires. Ouais, des stagiaires bien non payés. Et ouais, donc ça a commencé là-bas, quand on l'a pris un peu au sérieux. Au début, tu te dis juste j'ai une idée, on va le faire, et après tu te rends compte que cette idée, en fait, c'est plein de petites sous-parties dans lesquelles tu dois plonger à fond. Ouais. Et là, du coup, Michigan, c'était vraiment le moment où vous vous êtes dit bon, on prend ça au sérieux et on avance. Ouais, exactement. Et un truc super intéressant des US, c'est fou à quel point ils aiment entreprendre là-bas. Ouais. En fait, juste tu arrives là-bas et tu as une soirée ou peu importe. Et tu as le mec qui arrive, hey man, how are you? My name is Jack. Ils sont super contents de te rencontrer. Ouais, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je travaille un peu sur... C'est incroyable, putain. Moi, j'adore l'entrepreneuriat. Je suis super chaud de faire ça. Je fais quoi? Si tu veux quelque chose, moi, je connais ça. Je connais si on fait. Demain, on se voit à 9h du matin. Je fais quoi? Genre, ok, vas-y. Vas-y. Avec plaisir, Jack, avec plaisir. Justement, j'allais te poser la question. Il y a vraiment une grosse différence de mindset entre les Américains et nous concernant l'entrepreneuriat? Ouais, il y a une très grosse différence. C'est pas un mythe, quoi. Non, c'est pas un mythe. C'est pas facile de monter une boîte en France. Il y a beaucoup ce mindset ils sont très fermés d'esprit. Tu dois te prouver avant qu'ils acceptent. Donc c'est un peu, ils te disent toujours, tu veux signer les grands groupes, tu dois signer un grand groupe, et puis ils vont tous tomber en domino, mais au début, ils vont tous être super fermés. Personne ne veut essayer de nouvelles choses, tout ça. Alors qu'en Amérique, au contraire, tu vois, ils cherchent toujours cet avantage, donc ils essayent toujours de nouvelles choses, toujours ouverts d'esprit à essayer de nouvelles choses, et donc ça ouvre la porte un peu pour tout le monde. Ouais, du coup, beaucoup plus un esprit d'innovation, là où nous, on va être un peu plus conservateur. Il faut prouver que tu as une solution qui marche, tu as un truc qui vraiment va apporter un avantage avant de pouvoir l'implémenter. Ouais. Et ça a changé beaucoup votre vision de Jobseek en étant là-bas, tu dirais, avec le recul? Non, pas nécessairement. Parce que il y a plein de gens qui essayent donc même là, on est là à Station F, ça essaye de répliquer un peu cet esprit américain d'entrepreneuriat. Donc tu trouves ici des gens qui sont très motivés, mais malheureusement, on a surtout remarqué cette fermeture d'esprit en parlant aux entreprises. C'est très dur quand tu essaies de parler au RH, tu essaies de parler à des gens haut placés.
sont pas très ouverts. En fait, c'est pas entre entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui parlent à d'autres gens. Vs le reste du monde, en fait. Entrepreneurs vs le reste du monde. Ce serait dingue, on pourrait créer un show là-dessus. Je ferais une télé-réalité, ce serait top. Ce serait ouf. Oh, ce serait dingue. Pitch Me If You Can se diversifie. Ce serait dingue. J'allais dire, en parlant de Station F, qu'est-ce que ça fait d'être ici? C'est quand même, on dit souvent, c'est l'endroit pour entreprendre en France, peut-être même en Europe. Tu ressens ça vraiment C'est incroyable, Station F. En vrai, c'est très très cool. J'avoue que donc, moi, j'ai visité Station F en peut-être 2020 ou 2021. J'étais plus jeune. Et je me rappelle arriver là et j'étais genre, waouh, c'est incroyable. Un jour, je rêverais de venir là, tout ça. Et puis là, je suis là, enfin. Et donc, je dirais pas que c'est moins bien que dans mes rêves, mais c'est juste que... T'as désidéalisé un peu. Ouais, t'es quand même laissé à toi-même, tu vas quand même tout faire. Ouais. Mais ce qui est incroyable de Station F, c'est que ça te donne un peu un environnement de travail qui est très bon pour une start-up. Parce que si on n'avait pas Station F aujourd'hui comme bureau à venir tous les jours bosser là, des horaires, etc., tu serais à la maison en train de bosser. C'est beaucoup plus compliqué de garder un peu cette discipline. Mais c'est quand même un super environnement. C'est juste que c'est important de savoir que c'est pas si tu es pris à Station F que c'est bon, ils vont te porter, ils vont te booster de fou et que ta boîte elle va réussir parce que tu es pris à Station F. Ouais. Tout le travail quand même reste sur toi et juste ils te mettent les opportunités à ta disposition si tu veux les prendre. C'est à toi d'en faire quelque chose. Quoi. Ouais, c'est à toi d'en faire quelque chose. Et juste d'un point de vue purement pragmatique, logistique, comment tu postules à Station F? Il y a plein de programmes à Station F. Donc en fait, Station F, c'est pas un incubateur. Plein de gens pensent que Station F, c'est un incubateur. Station F, c'est un campus de start-up dans lequel il y a plus de 20 incubateurs. Donc, vous connaissez sûrement l'incubateur de HEC qui est ici. Et donc, il y a, je pense, 3 incubateurs qui sont de Station F, donc in-house, qui sont le Founders Programme, le Fighters Programme et la Landing Zone, je pense. Et puis, tout le reste, c'est des boîtes ou des écoles. Donc, il y a HEC, il y a l'EDEC, il y a l'ESSEC. Mais il y a aussi plein de grosses boîtes, donc comme Microsoft, comme Meta, comme Total, qui cherchent des boîtes un peu dans leur secteur. Donc un peu Total, ils vont chercher des startups qui cherchent à innover dans l'énergie, dans ce genre de choses. Et donc nous, par exemple, maintenant, on est incubé dans un programme qui s'appelle le Lab RH. Et donc c'est un programme d'incubation pour les boîtes qui font quelque chose dans la tech RH. Trop bien. Et du coup, tu t'envoies ta candidature, ton idée de boîte. Ouais, donc chaque incubateur a un process différent, en fait. Et ils ont des demandes différentes. Donc, il y a quelques incubateurs qui te prendront avec seulement ton idée, donc pré-revenu, pré-MVP, pré-peu importe. D'autres qui demandent un peu plus, et d'autres qui même demandent que tu aies déjà pas mal de revenus, que tu sois bien stabilisé comme boîte. Ok, trop bien. Pour rappeler un peu, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Je viens d'avoir 23 ans. Eh oui, tout est faisable, tout est faisable. Allez-y, à fond. Trop fort, bah écoute, félicitations pour ça déjà. Je sais pas si on peut parler de levée de fonds, etc. pour le moment, mais j'ai ouï dire que vous avez une proposition d'1,5 million par un investisseur américain. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est quand même assez folle? Ok, donc c'est pas exactement passé comme ça, mais bon, quand on était à Michigan, donc comme je vous ai dit, tous nos projets, on les pitchait sur JobSeek, etc. Puis dans notre cours d'entrepreneuriat, on arrive et on se pointe avec notre équipe et on commence à pitcher notre projet. On pitch JobSeek, tout ça. Et puis, à la fin de notre pitch, le prof il nous regarde comme ça, il nous dit est-ce que vous faites ça sérieusement, genre Charles et moi, genre, ouais, tous les deux, là, on a envie de monter ça, on vient d'échange, on est en train de tester un peu tout ça. Il dit ok, venez me voir après la classe. Genre, ok. Le cours fini, on va le voir et il nous dit écoutez, j'ai une proche amie à moi qui serait prête à mettre 1,5 million dans une idée comme ça. Sur la table. Genre quoi? Qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. C'est genre la 2e semaine en Amérique, on ne comprend rien du tout. Et puis, il nous passe son contact à la dame. On lui envoie un mail, tout ça. Bonjour madame. Salut, moi c'est Paul. C'est bien vous pour les 1,5 millions? Ouais, ça c'est mon IBAN. Mais ouais, il nous donne son contact, elle nous donne le temps d'un petit Zoom en fait. On commence à parler. On commence à juste parler de la vision de l'un de l'autre sur le recrutement, sur les jeunes, sur la recherche d'emploi, etc. Elle nous explique en gros que sa fille, à notre âge, elle est en recherche de stage, elle est en train de galérer, elle n'est pas sûre qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle trouve que voilà, l'accompagnement du jeune dans le monde professionnel est très mal foutu.
Et du coup, elle a pris les choses en main. Elle décide de lancer un truc qui s'appelle Joby. Et bon, pour nous, c'était fou parce que déjà, l'idée était exactement la même chose que nous. Genre, on parlait de la même chose. Ouais, on a ce problème, on veut le résoudre comme ça, on avait la même idée, la même vision. Mais en plus, avant de s'appeler JobSeek, on voulait s'appeler Joby. Donc, c'était encore plus fou que ça, qu'elle avait même la même idée, avec le même nom, le même tout. Et elle nous explique que, donc, elle nous dit qu'elle aimerait nous montrer son application sur laquelle elle a déjà dépensé près d'1,5 million de dollars pour le développement, pour son équipe, etc. Et elle nous fait signer des NDA. Et puis elle nous montre son appli qui était génial en vrai. Je sais pas, j'ai vu il y a quelques mois qu'est-ce qui s'était passé avec sa boîte. Je pense qu'elle a arrêté. Je sais pas si elle a continué ça, mais elle commence à nous parler et tout ça, et nous, genre, ok, où on rentre nous dans tout ça. Elle commence à nous expliquer qu'on peut être très complémentaires, nous et elle. Elle pourrait nous prendre dans ses équipes, qu'on aurait un peu un département dans Joby. Nous, on voulait vraiment monter le truc de notre côté, on voulait pas s'attacher à quelqu'un d'autre. Aussi, on rentrait, dans 2-3 mois, on rentrait en Espagne, à l'université. Donc on a fini par pas prendre nécessairement ce deal de 1,5 million, mais c'était une très belle expérience et ça nous a donné en fait beaucoup de confiance en l'idée de se dire que voilà, quelqu'un, donc c'est pas un jeune comme ça qui a une idée à l'université, une adulte qui était une CEO d'une très grosse boîte là-bas, qui est très successful, qui a mis tellement d'argent dans cette idée. C'est ça, c'est que ça vous a donné confiance en votre idée. Puis le fait que ça se passe aux États-Unis, tu te dis, bah en fait, ce qui a lieu là-bas il y a 10 ans arrive aujourd'hui en France. Donc c'est hyper intéressant. Et puis même, ça vous a montré que vous vouliez vraiment garder votre indépendance, quoi. Ouais. Ça vous a conforté sur le fait que vous avez une bonne idée. Ouais. Si on reparle de ça, justement, cette idée, elle vient du fait que vous cherchiez des jobs à l'université, donc profil business, finance, M&A, PI, et c'est à ce moment-là que vous vous dites, c'est pas facile. Ouais. C'est chiant, c'est juste horrible. Genre, je pense que vous êtes tous d'accord sur ça, que la recherche d'emploi, en fait, c'est horrible. Je dis pas que voilà, tu peux rendre qu'on va la rendre super amusante, que tu vas avoir un sourire de chaque côté de tes oreilles quand tu cherches un emploi, mais ça devrait pas être cet enfer. Ça devrait pas être tu es perdu sur où postuler, comment postuler, est-ce que ton CV est assez bon, tu commences à te remettre en question, tu n'as jamais de réponse. Donc tu te dis... à quoi tu postules aussi. À quoi tu postules. Les gens, ils entendent M&A, ils disent je veux postuler en M&A, mais... Ils savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur, tu vois, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas trop savoir. Ouais, ça a même commencé en fait, on cherche un stage, on rentre sur LinkedIn, on tape quelques trucs, voilà, cherche à Paris, cherche peu importe, et tu finis par scroller, tu t'arrêtes que sur les logos que tu reconnais. En fait, tu reconnais ces logos, je reconnais Amazon, je reconnais Facebook parce que je suis utilisateur de ces plateformes, mais est-ce que ça veut dire que je vais vouloir travailler là-bas, ou que je vais kiffer travailler là-bas, ou que l'environnement de travail est le bon pour moi? En fait, pas du tout, et pas nécessairement. Et ça, aussi, ces boîtes, tout le monde postule à ces boîtes parce que comme toi, c'est les seules qu'elles connaissent. Elles ont des milliers de candidatures, du coup, elles ne vont pas te répondre, du coup, il y a beaucoup de compétition. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on est en train de se mettre à nous-mêmes. De là, on se dit, on va changer ça. Et puis, de là vient notre première idée de JobSeek, où en fait, quand on s'est arrêté sur un peu ces offres d'emploi, donc disons tu t'es arrêté sur l'offre d'emploi d'Amazon, ok, tu connais Amazon, tu commences à lire et tu vois un gros bloc de texte comme ça, tu commences à le lire, il y a plein de jargon, tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, comment est l'équipe, tout ça, et tu postules quand même, tu vois. Et donc on voulait changer ça, on s'est dit ok, il y a un problème de communication entre l'entreprise et le jeune. Et donc on s'est dit, quel est le moyen de changer ça? Et on a pensé à la vidéo. Pourquoi la vidéo? En fait, parce que c'est le moyen de communication des jeunes. Donc de nos jours, personne ne lit vraiment le journal, tout ça. On prend nos nouvelles sur le téléphone ou bien à la télé parce que cette dimension ajoutée de l'audio, du visuel, qui en fait change tout. Donc, et c'est le moyen de laquelle notre génération consomme les informations. Donc on s'est dit, si on peut rendre une offre d'emploi plus fun un peu et consommable en fait consommable par le public qui est attendu. Exactement, ce serait ouf. Et d'un autre côté, ça aiderait les entreprises. Donc
on parle de ces gros logos qui reçoivent beaucoup de candidatures, mais tu as les plus petites entreprises qui peut-être ont une culture super sympa, des bureaux super sympas, un CEO super sympa, peu importe. Tu vas jamais t'arrêter sur eux. Mais en fait, si avec une vidéo, le mec, il arrive, il te montre un peu de l'énergie, il te montre son équipe, il te montre le truc et tu te vois bien dans ce job, en fait, ça change tout. Donc, c'était un peu de se dire, peut-être on peut changer le moyen de communication et ça serait la vidéo, un peu au format TikTok. Donc, on avait commencé JobSeek, peut-être des gens nous connaissent en tant que le TikTok de l'emploi, parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis on a dû pivoter de cette idée pour plein de raisons. Surtout que c'est très compliqué à implémenter dans les entreprises. En fait, quand tu travailles avec des entreprises, surtout avec la vidéo, donc déjà tu as besoin des droits d'image de chaque employé dans l'entreprise. Tu as aussi ce problème quand tu montes une boîte. Si quelqu'un ici qui écoute ce podcast un jour veut monter une boîte et cherche à faire quelque chose qui met en relation. Donc nous, on est une plateforme de recherche d'emploi. On met en relation les entreprises d'un côté, d'un autre côté les jeunes. Quand tu as ces deux côtés, tu as toujours ce problème de l'œuf et la poule. Et se dire, OK, l'un a besoin de l'autre. Donc, pour avoir des offres d'emploi, quand je vais aller chez les entreprises leur dire, venez mettre vos offres d'emploi chez moi, venez me payer, ils vont dire, OK, combien tu as de jeunes sur ta plateforme ? Et puis moi, je vais voir les jeunes, venez utiliser JobSeek, venez voir, je sais pas quoi, tu as combien d'offres sur ta plateforme ? Donc, tu as besoin de monter les deux côtés en même temps toujours, et c'est très compliqué. Et donc, quand on allait voir ces entreprises pour faire ces vidéos, de un, on n'avait pas une très grosse audience, donc c'était pas si intéressant que ça. De deux, c'était beaucoup de temps et d'argent de leur part de préparer tout ça juste pour recruter un stagiaire. Tu vois, donc c'est à ce moment qu'on a commencé à repenser l'idée. On a compris, OK, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est une très belle idée. Dans l'idée, OK, waouh, une vidéo, tu vas te voir là-bas et tout ça. Mais on a dû retourner sur Terre et se dire, OK, je pense qu'on devrait pivoter là. Et c'est de là qu'on a changé et on a décidé de construire la plateforme qu'on a sortie. Ce pivot, il se passe quand vous êtes déjà à Station F ? Ouais. Ce pivot, il se passe à Station F. Et en fait, c'est venu du fait de, comme je viens de dire, sur ce problème de l'œuf de la poule, on s'est dit, il faut qu'on bouche en fait un côté. Et on s'est dit, le côté qu'on va boucher, ça va être le côté des entreprises. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va scraper les offres d'emploi. Donc on a des outils qui vont prendre toutes les offres d'emploi de LinkedIn, toutes les offres d'emploi des sites carrières, etc. Et on les met sur notre plateforme. Et ça fait qu'on n'a plus vraiment besoin de l'entreprise. Et on peut juste construire une très belle plateforme pour les jeunes. D'agrégation, du coup. D'agrégation, ça va plus loin que ça, en fait, parce qu'on retravaille les offres d'emploi. Donc déjà, on choisit les offres d'emploi en amont. Parce que quand tu es sur LinkedIn, etc., tu tapes M&A, tu peux tomber sur une offre de M&A dans une bonne boîte, et puis juste en dessous, vendeur chez Decathlon. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que LinkedIn, je sais pas comment ils font leur système de recommandation, mais c'est le bazar. Ouais, c'est un peu... Il y a beaucoup de bruit, c'est dur de s'y retrouver. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on connaît notre audience. Pour l'instant, on a commencé niche, les élèves d'école de commerce à Paris. Mais la cible finalement. Ouais, les élèves d'école de commerce à Paris. C'est quoi un peu les jobs dans lesquels ces gens aimeraient rentrer ? C'est quoi une top opportunité pour eux ? Surtout nous étant dans la cible, est-ce que j'aimerais travailler là-bas ? Est-ce que j'aimerais voir cette offre ? On demandait à nos amis autour. Et donc, on agrège les offres, on les trie, on enlève toutes les offres qu'on ne considère pas assez bonnes, on garde que les top offres. Après, on retravaille l'offre d'emploi. Donc, on n'est toujours pas d'accord avec ce gros bloc de texte, la description. Donc, en fait, on le retravaille d'une façon très facile de lire diagonalement. Tu as un petit aperçu de l'entreprise, tu as un petit aperçu des missions que tu vas faire, le profil qu'ils recherchent. Du coup, en tant que chercheur d'emploi, tu peux très facilement, diagonalement, lire une offre d'emploi sur JobSeek et savoir si tu te vois travailler là-bas, si c'est une opportunité pour toi ou pas, en fait. Je sais pas, mais j'ai 2 questions pour toi, moi. La première, c'est comment est-ce que, je sais pas si vous pouvez en parler des process internes, mais comment est-ce que vous allez scraper du coup ces offres d'emploi pour prendre les bonnes offres d'emploi qui sont bien targetées pour les jeunes sur Paris avec, du coup, je suppose que vous avez commencé plutôt business, finance, ouais, donc élitiste. Ouais, donc pour l'instant, on est sur 7 fonctions qui sont la finance, le consulting, le sales, marketing, RH, opération et EDD qui est environnement, développement durable. Donc tout ce qui est RSE, etc. Donc c'est les 7 grosses fonctions qu'on a. Dans chaque fonction, il y a des rôles. Donc en finance, tu peux appuyer finance et puis tu choisis ton rôle. Tu vas entrer en investment banking ou en wealth management ou en peu importe. Et donc comment on choisit ces offres ? C'est que on les choisit, on scrape les offres avec des keywords. Donc on met des mots-clés en fait. Qui sont par exemple, si tu vas travailler en M&A, ça va être analyste, par exemple, analyste M&A. Donc on est parti, on a étudié tous les mots-clés qui rentrent dans les intitulés de postes
de tous les postes que notre génération aimerait en fait rejoindre. Et puis on utilise des outils qui nous laissent à quel point tu veux que j'explique le scraper? Qui permettent d'identifier les offres qui ont ces mots-clés. Ouais, qui permet d'identifier ces offres. Et puis, tu as aussi les mots-clés que tu ne veux pas avoir dans ton offre. Donc, s'il y a ce mot-clé, je ne le veux pas. Donc, toutes les offres de IT, toutes les offres de légal, tout ça, pour l'instant, ce n'est pas dans notre niche, ce n'est pas quelque chose que nos utilisateurs devraient voir, donc ça ne rentre pas dans nos offres. C'est des outils IA? C'est des outils IA, c'est des codes des fois, donc ça dépend à quel point c'est le filtre est difficile à passer ou pas. Si ça a besoin d'un peu d'intelligence, d'un peu lire l'offre, etc., c'est une IA qui le fait. Et quand c'est assez clair... Est-ce que tu as 2-3 noms d'outils que tu peux nous donner pour les gens qui veulent... Parce que scraper, aujourd'hui, ça sert dans beaucoup de domaines. Tu veux vendre un produit, tu veux faire du call, eh ben, tu vas aller scraper des numéros de téléphone. Tu veux faire ta pub, tu vas aller scraper des emails. Donc, est-ce que tu as des outils de scrapping? Ouais. Deux très bons outils. Un, c'est Appify. Sur Appify, tu rentres et en fait, c'est un peu une communauté où des gens construisent des scrappers et les mettent en ligne. Open source, un peu un Reddit. Un peu un Reddit, mais en fait, tu utilises son scrapper, il y a un prix dessus. Généralement, c'est très peu cher. Mais sur Appify, tu peux trouver des scrappers qui sont déjà construits et que tu peux même connecter avec des clés API. Si tu veux faire un U10 workflow, tu veux faire ce genre de choses, tu peux connecter tout ça. Et puis de l'autre côté, tu as quelque chose qui s'appelle Firecrawl. Et Firecrawl, c'est très bon, mais c'est pas construit pour toi. Tu vas plutôt devoir comprendre, ok, là je dois crawl, là je dois scrap, là je dois... C'est un peu plus technique. Un peu plus technique, mais c'est rien de trop compliqué. Okay. Pas de souci pour vous. Pas de souci. Ça, c'était ma question aussi. On n'en a pas trop parlé de ton cofondateur, mais vous êtes tous les deux du coup de l'IE, 2 profils business. Est-ce qu'aujourd'hui, là tu nous parlais de code, tu sens la difficulté de ne pas avoir un profil tech? Et est-ce que peut-être tu te dis, ça aurait été plus facile pour moi si j'étais tech? Ouais, donc toute l'histoire du profil tech, c'est hyper important. Dans une startup, vous avez besoin d'un profil tech. C'est quelque chose duquel on était... comment on dit, aware, duquel on était attentif à ça, conscient. Duquel on était conscient. C'est quelque chose duquel on était conscient, en fait, qu'on a besoin d'un profil tech. Et même aujourd'hui, on a réussi à construire notre appli sans un profil tech, mais on va chercher quand même un cofondateur qui va nous rejoindre avec un profil tech. Ah ouais. Envoyez vos candidatures, lâche ton email. Cherche un late founder. Voilà, exactement. Tech du coup. Tech. Un late founder tech, exactement. Spécificité, vas-y, fais ta pub, envoie tout. Non, pas nécessairement. Un CTO qui est plutôt penché IA, qui s'y connaît bien dans toutes les automatisations, dans tout ce qui est le code, montage d'appli, etc. Donc, les profils tech, c'est important. Ne pas avoir de profil tech, c'est une comment ça se dit ? C'est une faiblesse de laquelle on était très conscient depuis le début. Et donc, on a essayé de construire l'appli avec cette faiblesse. Donc, on a essayé de construire cette appli avec cette faiblesse. On savait que, en fait, on n'a pas de profil tech. Et donc, au début, par exemple, dans notre idée des vidéos, on s'est dit, OK, on n'a pas besoin au début d'une appli. Parce qu'en fait, tout le monde, quand tu montes une startup, tu dis, ouais, moi, je veux faire une appli, juste pour faire une appli. Mais en fait, très souvent, tu n'as pas nécessairement besoin d'une appli. Tu dois essayer de penser, OK, c'est quoi mon MVP ? C'est quoi la façon la plus facile, la plus minimale d'apporter ma valeur ? Et très souvent, ce n'est pas nécessairement une appli. Donc nous, quand on pensait faire le TikTok du recrutement, on dit, OK, il faut qu'on fasse une appli, ça doit être comme un TikTok, il faut qu'il y ait l'algorithme, tout ça. Après, on a parlé avec un advisor à nous, qui est un entrepreneur qui a monté plein de boîtes, qui est très successful et tout ça. Il nous dit, les gars, vous êtes trop dans le truc, vous voulez monter une appli. Vous pouvez juste poster vos vidéos sur les réseaux. Il y a déjà l'algorithme de TikTok, déjà l'algorithme d'Insta. Vous voyez si ça prend. Ouais, vous créez votre communauté dessus et puis vous mettez l'argent pour monter une boîte et vous bougez toute votre commu à l'appli. Et ça, c'était un très bon conseil en fait. Bon, finalement, on a pivoté un peu, on n'a pas fait nécessairement l'idée, mais ça aurait pu marcher. C'était une très bonne idée de sa part de se dire, tu n'as pas nécessairement besoin de monter une appli. Il y a d'autres façons de faire ça. Donc, d'abord, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop le profil tech. Après, quand on a décidé de monter la app, en fait, c'était au tout début, donc plein d'entre vous sûrement connaissent aujourd'hui Lovable.
C'est assez populaire maintenant. Mais moi, quand j'ai écouté parler de Lovable, c'était peut-être la première semaine où c'est sorti, première 2 semaines où c'est sorti. Et c'était un fondateur à Station F qui nous a dit « J'ai un pote à moi qui ne sait pas coder, qui est en train de monter son app sur Lovable. C'est super facile, vous devez tester. » Et donc nous, on était à un moment un peu mort par rapport à notre première idée. On n'arrivait pas à avoir vraiment de nouvelles entreprises qui voulaient faire des vidéos et tout ça. Donc j'avais un peu de temps et je rentre sur Lovable et je commence à essayer de construire JobSeek, un job board, je commence à avancer. Et je suis impressionné de à quel point je peux avancer, aller loin, etc. Et puis en fait, tu vas taper plein de murs. Il y a plein de choses très difficiles dans monter une app. Mais c'est très important d'être curieux. C'est très important. Comme j'avais dit avant, un de mes super pouvoirs, c'est l'humilité. Donc pour moi, c'est de savoir que je ne sais pas. C'est de savoir que, ok, qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici ? J'ai fait ça, mais je suis sûr que ça peut mieux être fait. Et donc toujours partir sur YouTube, voir ce que les gens font, sur Reddit, demander à des gens autour de toi, toujours se remettre en question, toujours retester, et juste de ne pas avoir peur d'essayer et d'apprendre. Parce qu'en fait, tous ces outils, ils peuvent faire peur au début, mais si tu apprends à les utiliser, c'est un super pouvoir de fou. Donc là, vous avez construit l'intégralité de votre app sur Lovable ? Non, donc on a commencé sur Lovable. Lovable, c'est sympa, mais ça te limite très vite. D'un point de vue technique, ça part pas très loin, les designs sont pas ouf. À un moment, tu dois faire tout le back-end, donc il y a plein de choses où ça te limite. Aussi, d'un point de vue financier, tu as très peu de crédits qui sont assez chers. Donc, c'est très cool pour commencer si vous voulez faire un peu une maquette, si vous voulez faire un truc vraiment très superficiel. Lovable, c'est pas mal. Mais après, on a dû utiliser des outils qui sont beaucoup plus avancés, dont Cursor. Cursor, c'est incroyable, c'est vraiment très très bon. Et puis, c'est toujours dans le monde de l'IA, tu dois toujours être au courant des derniers trucs qui sortent. Donc à un moment c'était Cursor qui était le meilleur, et puis il y a Claude qui a sorti son Claude Code, et c'était incroyable, on utilisait Claude Code. Après il y a eu ChatGPT qui a sorti Codex, et Codex c'était encore mieux. Puis Claude Code qui a ressorti son nouveau... Mais à ce moment-là, du coup, vous codez. Vous vous êtes mis à coder. Parce que Cursor, quand tu utilises Cursor et que tu as zéro base, zéro notion de code, c'est pas facile. Hein. C'est ça. Dans nous, là. C'est ça le truc, c'est que tu rentres sur la plateforme de Cursor et tu commences à voir du code et tu as peur. Et tu dis genre, ok, moi je comprends pas, je sais pas. Et c'est là où je parle de vraiment se mettre dedans. Faut passer la première barrière à l'entrée qui fait vraiment peur, mais en fait, dès que tu joues un peu avec, ça va mieux. Et après, tu vas avoir plus de barrières. Et après, tu dois garder cette même mentalité de ok, genre, c'est faisable, je dois juste comprendre comment ça marche. Et c'est vrai que ça peut être terrifiant au début. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai aucune appétence pour le code, la tech et tout. Enfin, honnêtement, c'est le genre de truc qui me donne de l'urticaire. Et là, on a un cours qui nous apprend à utiliser Lovable, N8N et tout le tralala. Et c'est vrai qu'il faut passer cette réticence du début qui n'est pas forcément facile, sachant qu'en plus, nous, on est 3 profils business, on n'est pas habitués à ce genre de truc où tu dis mais putain, mais comment ça marche et tout. Et là, vous avez dû vous confronter à ça, et la preuve en est, vous avez réussi à monter une app en combinant tous ces outils, donc c'est possible. Ouais, c'est sûrement possible. Il faut juste s'y mettre, il faut utiliser les bons outils, il faut toujours s'améliorer, mais en même temps, c'est important de juste sortir ton app. Ouais. Genre, ça c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs américains surtout poussent cette idéologie de tu vas passer des mois sur ton produit à l'arranger, et puis tu vas te dire attends mais j'ai encore ce feature, je vais ajouter ça, attends je vais pas sortir avant que ça sorte. Mais en fait le meilleur moyen d'avoir du feedback, c'est de juste sortir ton truc et de commencer à avoir des gens qui testent, de dire j'aime pas ça, j'aime ça, et comme ça tu passes pas des heures, des jours, des semaines sur des features qu'en fait personne voulait de base. Et c'est de plutôt demander ok, qu'est-ce que tu veux ça, ok, je vais essayer de faire ça, et de penser que tout est possible. Et en fait je pense que ça, on a beaucoup de chance d'être entrepreneur à ce moment, parce que je sens qu'avec l'IA maintenant tout est possible, vraiment. Genre si tu es quelqu'un qui a une idée, peu importe ton profil, peu importe, si tu mets ta tête à ça, tu vas réussir d'une façon ou d'une autre. Tu vas réussir à sortir au moins une version de ce que tu avais en tête. Et cette version, c'est assez pour un MVP. C'est assez pour savoir si ton idée peut marcher ou pas. Ouais. Trop bien.
Il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Non, mais c'est vrai ce que tu dis à propos de sortir ton app, de faire attention à ne pas vouloir trop tomber amoureux de ton produit et de sortir direct ton app quand tu as toutes les bonnes features, tous les machins. C'est encore plus vrai sur une MVP, qui est du coup la version initiale. Un MVP, c'est un Minimum Viable Product. Et en fait, tu as toujours envie de le rendre un petit peu meilleur, alors qu'en fait, il faut y aller un peu comme un bourrin, si on est honnête. Il faut le sortir le plus rapidement possible, prendre le feedback, et du coup tu vas itérer avec ça, et ça va aller beaucoup mieux. D'ailleurs, en parlant de sortir l'app, etc., il y a quand même un aspect de communauté pour vous qui est assez crucial dans votre projet. Et tu me parlais tout à l'heure de growth hacking. J'avais aucune idée de ce que c'était. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique et comment surtout Jobseek est en train de percer sur LinkedIn, genre, la dernière fois j'ai scrollé et je vois genre, je sais pas combien de likes, genre plus de... Vous avez fait quoi en pic? Donc sur un post, on avait plus de 500 likes, je pense, plus de 400, 500 likes. Sur LinkedIn, c'est énorme. C'est fou. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes méthodes là-dessus? Ouais, bien sûr. Donc, on a sorti la app maintenant il y a 3-4 semaines. Et du coup, le gros point pour nous maintenant, c'est le user acquisition. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on va ramener le plus de jeunes possible maintenant sur l'appli pour tester, pour commencer à nous donner des feedbacks, etc. Et pour commencer à avoir une communauté, en fait. Et donc, d'où commencer tu as un gros job de com à faire sur ça. Tu as un gros job de com. Et on a préparé, bien sûr, en amont, sur notre business plan, etc. OK, on va faire un peu du social media, on va faire du TikTok, on va faire du Insta, on va faire, etc. Mais surtout, on a dit qu'on allait faire du LinkedIn. Et on a un peu benchmarké quelles sont les tactiques qui marchent très bien de nos jours sur LinkedIn pour avoir de l'attention, pour pouvoir utiliser LinkedIn comme un levier d'acquisition, en fait. Et donc, il y a cette technique qui est très répandue sur LinkedIn. Peut-être que quelques-uns des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être fait un growth hack ou bien ont participé à un growth hack, en fait, qui est de juste mettre un post où tu apportes une valeur. Donc, dans notre cas, on fait des fiches, Notion, on rassemble les meilleures offres de stage, alternance, premier CDI pour le consulting ou pour la finance de la semaine, par exemple. Updaté, du coup, vraiment à jour. Updaté, aussi même, par exemple, en consulting, on propose des offres que tu ne trouverais nulle part. Parce qu'en fait, en consulting, tu as les gros cabinets qui ne mettent ni leurs offres sur LinkedIn, ni nulle part. Et en fait, le seul moyen d'avoir ces offres, c'est de rentrer dans chacun de leurs sites carrière, de trouver l'offre, et en fait, c'est très compliqué. Et puis même en termes de timing, le consulting, tu ne sais pas s'il faut s'y prendre 6 mois avant, non. C'est une galère. Exactement. Donc en fait, on est parti faire ce taf pour les gens. On a rassemblé tout ça dans un Notion. On le propose à notre audience. On dit, écoute, je comprends combien c'est galère de chercher, etc. Voilà, on rassemble ici les meilleures offres. Et tu as juste à liker, commenter Jobseek et me suivre sur LinkedIn pour que je t'envoie le Notion. Et c'est ce qu'on fait en fait, et on a beaucoup de gens qui sont très intéressés, qui nous montrent à quel point les jeunes sont en train de galérer en fait à chercher des jobs, surtout notre audience. Donc c'est très cool de ce point de vue de voir que voilà, exactement les gens qu'on cherche sont dans le besoin, donc ça confirme notre théorie en fait. Surtout, ça paraît quand même assez contre-intuitif, parce que vous visez les écoles de commerce et tout à Paris, pour des offres quand même qui sont assez premium, on va dire, assez exigeantes. C'est-à-dire que même ces gens-là galère à trouver du taf, quoi. Ouais. Donc ça montre le potentiel de marché énorme. Ouais, énorme. Et du coup, ouais, c'est un peu ça le growth hacking. Donc dans notre stratégie de com, donc ce qui est intéressant, je pense pourquoi tu parles de ce sujet, c'est le fait que pour l'instant, donc on a lancé il y a 3 semaines, on est déjà à plus de 1000 utilisateurs sur l'appli en 3 semaines. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces utilisateurs sont exactement dans notre target audience, donc c'est que des élèves d'école de commerce, des top écoles de commerce, donc ça rentre parfaitement dans notre audience, ce qui est incroyable. Et on a mis 0 € dans cette stratégie pour l'instant. On compte bien sûr maintenant, on va commencer notre stratégie TikTok, Insta, etc. On compte faire des partenariats avec des influenceurs, on compte peut-être payer un peu des ads, etc. Mais pour l'instant, on a réussi à faire un très bon job de communication sur LinkedIn sans mettre un sou. Ouais, organique. Et donc en fait, vous créez ces fiches Notion, et en fait, comment ensuite on passe de les gens la téléchargent à ils sont sur l'app? Ouais, donc en fait, sur le Notion, le lien pour postuler te prend
sur l'offre d'emploi de JobSeek. Donc en fait, tu vois l'offre, tu as toutes les notions, ok, cette offre m'intéresse, tu appuies sur le lien, et ça te prend sur l'offre qui existe sur JobSeek. Parce qu'en fait, toutes ces offres qu'on est en train d'offrir aux gens sur LinkedIn, elles sont toutes déjà disponibles sur LinkedIn. Donc, sur JobSeek. Elles sont toutes disponibles sur JobSeek, et donc pour nous, ça prend pas grand-chose en termes de temps de sortir ces offres, parce qu'on a déjà tout ça dans le database. On fait un petit code, sors-moi que les offres de consulting, ça me sort que les offres de consulting, puis voilà, je les mets dans un fichier et je l'envoie. Et donc c'est un peu de faire réaliser aux gens de, ok, voilà, tu as ce fichier. Tu transmets de la vraie valeur, mais tu leur donnes une toute petite partie et tu leur dis le reste, c'est sur JobSeek. Ouais. Prenez tout le reste. Ouais, mais en fait, c'est pour leur faire réaliser que voilà, si tu trouves cette fiche incroyable, cette fiche, c'est juste JobSeek en même moins. Parce qu'en fait, j'ai enlevé des offres. Ouais. C'est trop cool. Et est-ce que tu connais ton pourcentage de gens qui demandent le Notion, donc qui le reçoivent, et ceux qui... Enfin, le taux de conversion entre les gens qui reçoivent Notion et le nombre de gens sur l'app? Pas vraiment. Aussi c'est un peu compliqué, parce qu'on essaie de traquer, bien sûr, tous ces KPI. C'est très important de traquer ce genre de choses quand tu montes une boîte. Malheureusement, c'est un peu compliqué dans notre cas, en fait, parce que tu as plein de gens qui sont juste curieux par rapport à ça. Aussi, la recherche d'emploi, c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement tous les jours. Y a des périodes pour ça. Y a les jeunes, on sait tous, si tu recherches un emploi, c'est pas tous les jours tu es sur le truc. Peut-être un samedi, tu te dis, vas-y, je vais mettre 2 heures dessus, je vais vraiment m'y mettre. Donc, il y a plein de gens, des fois, qui demandent le Notion, qui finissent par s'inscrire 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Aussi, on a eu honnêtement tellement de succès avec ces Notion que j'arrive plus à traquer à qui j'ai envoyé et qui s'est inscrit. Et est-ce que tu connais le pourcentage de personnes, de tes premiers utilisateurs qui arrivent sur l'app, qui sont recurring, qui reviennent, du coup, après avoir utilisé JobSeek une fois, qui reviennent et qui s'étaient pas juste, ok, je vais voir ce que c'est et je teste? J'ai pas un nombre exact, j'ai pas un pourcentage exact, mais au début, quand on a commencé à faire ça, on voyait que beaucoup de gens s'inscrivaient et on voyait que le lendemain, on avait une descente, que ces gens ne sont pas re-rentrés le lendemain. Donc au début, on a eu un peu peur de ok, peut-être c'est pas assez bon, etc. Mais en fait, après, on a envoyé des messages à chacun de nos utilisateurs qui se sont inscrits. Je trouve ça super important. Parler avec vos utilisateurs, prendre du feedback, c'est super important. Vous perdez rien. On a le LinkedIn, on a l'email de chacun de ces personnes. On les a juste ajoutés un par un. On a pris le temps de leur parler un par un. Et on a réalisé en fait que, voilà, comme j'ai dit avant, ils sont juste des fois pas en recherche maintenant, ou bien ils ont des examens, ou peu importe. Et puis on commence à voir que, voilà, 3 jours plus tard, il y a un gros spike de gens qui sont retournés sur l'appli, 4 jours plus tard encore. Donc c'est pas très consistant pour l'instant. Et j'ai vu qu'on a lancé à 3 semaines, j'ai pas encore des stats qui sont assez stables. Ça doit être hyper satisfaisant de voir la progression. Enfin, je sais pas, c'est trop cool. Alors, même nous, quand on voit le nombre de vues sur nos réels, etc., ça nous fait faire un pic de dopamine. Pic de dopamine à fond. Et écoute, en ce moment, du coup, tout se passe bien pour JobSeek. Ça fait 3 semaines que l'app est là. Vous avez plein de nouvelles fonctionnalités que vous avez envie de voir. Vous taffez à fond. Mais ça n'a pas été toujours facile. Je te propose qu'on passe à notre petite partie crash test. On va parler du coup des moments un petit peu plus compliqués dans l'entrepreneuriat. Vous en avez eu plusieurs, le fait de partir à 4, de laisser tes 2 cofondateurs, les pivots. Qu'est-ce qui a été le plus dur depuis le début de JobSeek? Quelque chose de très difficile, duquel on ne parle pas assez en fait dans l'entrepreneuriat, c'est le fait que tu vas beaucoup bosser. Donc déjà, tu es ton propre boss, tu fais tout, du marketing au sales, au coding, tu fais tout en fait. Et donc tu taffes beaucoup, et beaucoup des choses que tu fais, tu ne vas pas voir le résultat. Ou bien si tu vas voir le résultat, tu vas le voir dans longtemps, en fait. Et donc, c'est très difficile de garder la motivation sans jamais avoir rien en retour. Et donc là, par exemple, l'appli, quand on a fait le pivot, donc on est passé on était assez down mentalement on n'est pas en train d'avoir des clients, notre idée, etc., au pivot, à construire l'appli. Et 3-4 mois où on est un peu dans le dark, on est juste en train de bosser dessus. Ça fait long, 3-4 mois. Ouais. Bosser tous les jours dessus. Tu te réveilles tous les matins, tu bosses 12-14 heures par jour. Des fois, tu fais des fonctionnalités, tu travailles 3 semaines sur la fonctionnalité et finalement, en fait, ça marche pas. Du coup, tu laisses tomber tout le truc, tu as travaillé 3 semaines pour rien. Donc, c'est très difficile ces moments. Mais après, voilà. Donc, comme tu as dit, là, on est dans un moment où on est en train de voir un peu enfin les résultats de notre travail. Et ça vaut la peine de tout le travail avant, en fait. Mais il faut continuer. Ouais. Ok. Et toi, comment tu fais justement dans ces moments un peu de down,
t'es pas bien pour un peu garder le cap et te dire ça va aller? Est-ce que t'as des petites techniques? Est-ce que c'est genre Charles qui te rassure, j'en sais rien? Non, pas nécessairement, mais en fait moi, juste, je fais une réflexion. Je suis quelqu'un de très réaliste. Je me dis, ok, disons maintenant, tu veux quitter, Paul. Tu vas arrêter ça. Qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est trop les Ah ouais, c'est trop les j'ai oublié. Je vais partir. tu vas arrêter de faire ça. Tu vas arrêter de faire ça maintenant. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Genre, c'est quoi tes options? Et puis en fait, ça te rappelle le why, le pourquoi de base, pourquoi tu as fait ça. Et en fait, ça te garde dedans un peu. Et c'est aussi de te rappeler de tous ces trucs d'entrepreneur. Donc maintenant, j'espère que quelqu'un écoute ce podcast et qu'il se rappellera de ça quand il montera sa propre boîte. Voilà, les gens qui te disent ne lâche pas. Tu vas taper des murs, ne lâche pas. Donc c'est de se dire, voilà, je suis juste maintenant dans un moment où je suis en train de me prendre le mur et ça va passer. Ça va passer. Ouais. Qu'est-ce que tu te rends compte que tu as appris trop tard? Ça veut dire que tu as pris un mur et tu te dis, putain, si j'avais su ça avant, ça m'aurait fait gagner tellement de temps. Genre, je dirais pas que tout se passe pour une raison, mais voilà. Genre, si tu rentrais dans ce mur, c'est que tu devais d'une façon ou d'une autre rentrer dans ce mur pour apprendre cette leçon. Ouais. Genre, il y a plein des murs dans lesquels on est rentré, où des gens comme ça sur des podcasts nous ont dit ne faites pas ça, ne faites pas ci. Et tu finis par te dire oh non, moi je vais faire ça, et puis tu te le prends toi-même, et tu avais besoin de te le prendre toi-même pour apprendre la chose. Un apprentissage en fait. Paul, il est stoïque. C'est Marc Aurèle. Grave, je vais me le prendre ce mur, ça va apprendre plein de trucs. Donc est-ce qu'il y a un mur que j'aurais aimé? Ouais, non, pas. Non. Ils ont tous été utiles. Ils ont tous été utiles. Ouais. Trop bien, trop cool. Si tu devais parler au Paul qui vient de crash son internet café, que tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui donnerais? Vu l'âge que j'avais pas encore choisi quelles études nécessairement j'allais faire. Comme vous savez, j'ai fait des études d'école de commerce. Deviens rangé. Ouais, donc c'est un peu dans cette direction. Ouais. Ah ouais. C'est qu'en vrai, là, dans l'entrepreneuriat, je réalise à quel point ça m'aurait apporté de choses d'avoir fait peut-être des études d'ingénieur. D'un point de vue technique, ça m'aurait pas mal aidé. De deux, c'est tellement bien vu par les investisseurs, les ingés. Genre, ils kiffent se voir un petit ingé dans l'équipe comme ça. Tu apprends plein de choses. Et je sens que les choses que j'ai apprises en école de commerce, étaient, je dirais pas innées, mais un peu innées pour moi, que voilà, j'avais cette mentalité business déjà, plein de modèles que j'apprenais à l'université. C'est des choses que je pensais déjà dans ma tête, je savais pas que ça s'appelait comme ça, tu vois. Et c'est des choses que je pense qui peuvent s'apprendre dans un master. Donc tu peux faire des études, un bachelor d'ingénieur, et puis partir faire un master, un MIM ou peu importe. Ça, c'est la voie royale. Ouais. C'est quoi? Mais j'ai une théorie un peu contradictoire là-dessus. Je me suis pas mal posé la question, vu que j'ai fait du commerce aussi. Et en fait, tu te dis, t'apprends pas forcément des hard skills en business, mais t'es tellement dans un cocon fertile que t'es avec d'autres gens qui pensent comme toi, t'as des potes qui t'entourent, qui te disent, tu vois, le fait que t'as un groupe de potes à 4 où tu te dis, on s'envoie des idées business et on va entreprendre, je pense que ça, mine de rien, l'école de commerce, elle amène quand même ce truc qui te dit tout le temps, ok, j'ai un peu de temps, mais je peux faire plus. Ouais. Et est-ce que t'aurais entrepris aujourd'hui si t'avais fait un G? Peut-être. Ah, il y en a quand même plutôt pas mal des ingés aujourd'hui, ça. Ils commencent à comprendre les bons filons. Ouais, mais... Ouais, il y a plein de skills, de soft skills surtout que ça t'apprend. L'école de commerce, en partie, quelque chose que j'ai réalisé récemment, c'est la présentation. En fait, dans chacun des projets en école de commerce, on présentait chaque cours, on avait une présentation à faire en groupe, encore une présentation en groupe. Mais sans trop mal parler de nos ingés, mais j'ai vu des ingés présenter des catastrophes, vraiment catastrophes. Donc c'est très bon dans ces choses. Mais moi c'est plus je pars de la mentalité de se dire ok, je sais déjà que j'ai mes points forts qui sont l'entrepreneuriat, un peu ma mentalité business. Si j'avais fait un G, j'aurais tapé dans tous mes points faibles en fait, qui m'auraient rendu quelqu'un de plus complet. Ce serait une machine de guerre. Après c'est toujours le débat, est-ce qu'il faut capitaliser sur ses forces vraiment, ou alors essayer d'avoir le profil le plus équilibré possible, quitte à du coup ne pas passer plus de temps sur ce sur quoi t'es meilleur, tu vois. C'est un peu le débat. Ouais. Écoute, on va passer à notre petit jeu des questions rapides, réponses rapides.
Je me lance, je vais. Lance-toi. Je me lance. Ok, alors, donc là, le but, comme tu l'auras compris, c'est que je vais te poser des petites questions. Il va falloir répondre en une phrase, en un mot. Enfin voilà, de manière concise. Est-ce que tu peux me dire une chose vraie sur toi ? Une chose vraie sur moi. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Okay. Je pense que... c'était Courte, on a dit. Ouvert d'esprit. Une chose pas vraie sur toi ? Chose pas vraie sur moi. Il n'est pas canadien. On confond souvent l'accent libanais et l'accent canadien. Il n'est pas canadien. Ni canadien, ni belge, ni... je sais pas ce que j'ai entendu encore. Ça te va comme réponse, j'ai répondu pour toi, je suis désolée. Qu'est-ce que tu aimerais avoir plus dans la vie ? Je dirais, j'aimerais avoir plus de perspectives. Je trouve que c'est toujours important. Ok. La folie qui a changé ta vie ? Quitter mon pays à 17 ans pour aller en Espagne. Est-ce que tu as peur de la mort ? J'ai peur de la mort. Pas nécessairement. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi ? À qui ? Au monde, à mes enfants, à... Je sais pas, ce qui te vient. J'avoue, j'ai pas trop pensé à la question encore. Je dirais un peu une mentalité ou une façon de voir les choses. Donc, comme j'ai dit avant, une perspective qui serait positive. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton frigo ? Toujours dans mon frigo, en vrai, des yaourts grecs. J'ai toujours des yaourts grecs. Trop bon, je suis d'accord. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ? Toujours se mettre à la place de l'autre. Quel entrepreneur tu aimerais voir au micro de Pitch Me If You Can ? Il y a un entrepreneur français qui doit avoir mon âge, je pense. Il s'appelle Simon Lorenzo. Il faisait du VC, non ? Il faisait du VC. Et là, il vient de quitter son job, partir à San Francisco. Et il est super intéressant, ce mec. Génial, c'est noté. Est-ce que sur Insta, il s'appellerait pas Paris Bay Area ? Ouais, je le suis. Paris Bay Area. Ouais. Simon Lorenzo. Bah écoute, Simon Lorenzo, si tu nous écoutes et que tu reviens sur Paris, avec grand plaisir. Grave. Ok, moi j'ai une petite dernière question pour toi, qui est un peu la question signature du podcast. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ta secret sauce ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es là où t'en es et t'arrives à faire ce que tu fais. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses que j'ai déjà dit avant. Donc, ce serait d'un côté l'ouverture d'esprit. Donc, non, déjà l'esprit entrepreneurial, de base, avoir des idées, de voir les choses sur comment je peux monter ça. De deux, qui serait l'ouverture d'esprit, des différents moyens d'ouvrir ces choses, de faire cette chose. Il y a plein de... C'était quoi l'expression ? Il y a 1000 chemins pour arriver à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, c'est d'être ouvert d'esprit, qu'il y a plein de moyens d'accomplir quelque chose. De trois, ce serait donc l'humilité, comme j'ai dit, qui est de pas tomber amoureux de son idée, de pas penser que tu sais tout, de toujours te remettre en question et ton idée en question. Et 4, qui est d'être d'une façon ou d'une autre têtu envers la réussite. Toujours te dire que c'est pas ça qui va m'arrêter. Je peux continuer, d'avoir confiance en soi, d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses. Trop bien. Super. Voilà. Hyper enrichissant. Trop cool, je crois qu'on a un peu fait le tour de ton histoire, Paul, et de Jobseek. Peut-être qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jobseek là, pour les prochains mois ? On peut souhaiter beaucoup de succès. J'espère qu'il viendra. On peut souhaiter qu'il y ait plein de nouveaux jeunes qui viennent sur la plateforme et surtout qu'ils arrivent à trouver une opportunité sur cette plateforme. J'espère qu'ils kiffent l'utilisation, mais aussi que ça va les aider à vraiment décrocher leur job de rêve. Parce que finalement, on est en train de construire ça pour nos potes, pour notre génération. Donc c'est un problème qu'on a rencontré nous-mêmes et on est très proche de notre audience et donc donc j'espère vraiment pouvoir les aider. Et qu'ils te fassent plein de feedback pour que Jobseek devienne le numéro 1 pour chercher tous vos stages. En tout cas, on l'espère. Écoute, c'était trop sympa de t'avoir, Paul. Merci, trop sympa d'être là. Vraiment trop cool comme épisode. Ouais, et puis, allez voir Jobseek, n'hésitez pas. On met le lien dans la description de l'épisode, le lien de l'app. Exactement. app.jobseek.fr. Trop bien. Et on vous dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous évidemment. Ouais, carrément. Et allez liker nos réels sur Instagram. Allez liker nos réels. C'est pas possible. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pitch Me If You Can.
week-end. Let's go. Bisous.